Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide de Washington, heureux de vous retrouver. Les titres que nous allons développer ce soir dans Le Monde aujourd'hui. Le nombre de cas de coronavirus a atteint exactement 110 029, dont 3 817 décès dans 104 pays, selon un bilan de l'OMS établi aujourd'hui. Quelques 1500 nouvelles contaminations ont été rapportées depuis hier dimanche, notamment en Iran, où près de 600 nouveaux cas ont été enregistrés. L'Italie totalise près de 7 400 cas. Le gouvernement a imposé des restrictions de voyage à quelques 16 millions de personnes dans le nord, y compris dans les grandes villes de Milan et Padoue. Les gens ne peuvent voyager à travers ces zones ou en sortir qu'avec une autorisation spéciale, car le nombre de morts a atteint 366 dimanche. Beaucoup ont fui avant que l'interdiction ne soit appliquée, mais d'autres se félicitent de la mesure. Nous avons des personnes testées positives pour le coronavirus qui ont rompu la quarantaine pour aller skier dans le Trentin. Sérieusement, comme c'est égoïste. Donc à ce stade, ces mesures sont nécessaires. Des premiers cas ont été signalés en Bulgarie et en Afghanistan. Les derniers rapports de la Chine sont mitigés. Un hôtel utilisé comme centre de quarantaine dans la ville côtière de Guangzhou s'est effondré samedi, tuant 10 personnes et piégeant plus de 70 dans les décombres. Les autorités ont toutefois indiqué dimanche que le nombre de nouveaux cas avait baissé. Il y a eu 44 nouveaux cas confirmés et 27 nouveaux décès, et tous dans la province du Hubei. Il y a eu 84 nouveaux cas suspects et 1661 patients sont sortis de l'hôpital. L'Afrique compte pour l'instant 55 cas en Égypte, 20 en Algérie, 4 au Sénégal, 2 cas au Maroc, en Tunisie, au Nigeria et au Cameroun, et un seul cas au Togo. C'était un lundi noir pour les marchés mondiaux. Les principales bourses européennes ont cédé à la panique face à l'accélération de l'épidémie mondiale provoquée par le coronavirus et l'effondrement historique du marché du pétrole. Les marchés asiatiques et américains sont également affectés. En Côte d'Ivoire, dans le village agricole de Kokoti Kouamekro, une association de femmes a formé une cellule féminine de renforcement économique spécialisée dans l'épargne et le crédit pour la scolarisation des enfants travaillant dans les plantations de cacao. Patricia Kouadio, la présidente de l'association, explique comment ce projet fonctionne et comment il a changé la vie des femmes et des enfants dans leur village. Il y a des femmes qui font ces travaux-là. Comme la CEFREC nous aide, on a de l'argent, je peux prendre du crédit comme je prends. Si je prends, je trouve une femme, je dis bon, aujourd'hui j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans mon champ. Elle me dit le prix peut-être 2000 ou bien 1500. Je lui donne son argent et cette femme va m'aider dans mon champ. Mon enfant ne va plus au champ. En Algérie, les femmes sont sorties dans les rues de la capitale pour manifester en faveur de leurs droits. En Éthiopie, le 8 mars a été célébré avec un vol transatlantique dont l'équipage était entièrement féminin. Au Kenya, Kasiva Mutua, une percussionniste de renommée, remet en question les tabous traditionnels en jouant publiquement du tambour. Il y a des rituels et des cérémonies auxquelles les femmes n'ont pas le droit d'assister. Alors le simple fait de comprendre cela m'a permis de comprendre comment aborder l'industrie de la musique et la communauté. J'ai dû surmonter ces obstacles et je pense que ces obstacles ont été très importants pour m'enraciner et comprendre le rôle que je joue dans la société en tant que femme qui a décidé que c'est ce que je veux faire. En Afrique et partout dans le monde, les femmes ont célébré la journée du 8 mars pour réitérer la nécessité de continuer le combat en faveur de l'égalité. En route vers le studio de 3TV pour la quotidienne de Mac12, Lynn Banti nous parle de ses débuts et de la notion peu répandue d'Albibel, une contraction d'albinos et belle. À l'instant, je regardais les photos du défilé, de mes premiers défilés, parce que j'ai commencé en tant que mannequin. Et ça a évoqué de très bons souvenirs. Ça m'a permis aussi de lancer mon propre défilé
voilà, mon propre spectacle, qui était 100% albinos en fête, les albibelles sont en fête, qui était à Yopougon. Et pourquoi j'ai lancé ce projet? C'était pour montrer qu'on est des personnes comme tout le monde, que d'abord, on peut s'inclure dans tous les différents secteurs d'activité. Lynn est sous les feux de la rampe depuis qu'elle est devenue animatrice il y a 1 an. Elle explique qu'être femme et albinos est un double fardeau qu'il fallait transformer en quelque chose de positif. Déjà, être femme, c'est d'abord un métier à plein temps. S'entretenir, s'assumer, toujours être belle, paraître, et puis prouver aux gens, aux yeux de tout le monde, surtout aux hommes, avec petit H, qu'on a plus que... On a beaucoup dans la tête que sous les vêtements. Donc, être une femme, déjà, c'est compliqué. Et ça additionne le fait qu'on est albinos. C'est déjà très difficile. Au-delà de la vie professionnelle, être une femme albinos pose aussi des difficultés dans la vie personnelle. Nombreuses sont les personnes qui croient aux mythes propagés sur les albinos. J'ai échappé 2 fois des enlèvements. Voilà. Et je sortais avec un gars qui prenait mes cheveux à mon issue, pour qui, d'après lui portait chance. Et quand on a rompu, puisqu'il ne me voyait plus, j'étais en voyage, je suis revenue, ma mère me dit, il y a toi qui veut te voir, je descends, il me dit, il y a un souci. Normalement, c'est la fin d'année, c'est un 31 décembre, tu es avec ta femme, tes enfants. Il dit, au fait, ne prends pas ça en mal, mais j'ai besoin de tes cheveux. Mes cheveux? Oui, c'est pourquoi? Non, en vrai, je vais te dire la vérité, Lynn, tes cheveux me portent chance. Combattre les préjugés, les croyances dangereuses et aider ses frères et sœurs albinos à s'accepter, à avancer dans leur carrière, tels sont les objectifs de Lynn. Avoir une femme comme Lynn qui s'est battue, qui est arrivée à ce niveau, c'est vraiment un exemple pour nous. Voilà pourquoi, en tout cas, c'est un réel plaisir pour nous toujours d'être avec elle. Et je pense qu'à travers ça aussi, beaucoup de filles aussi sont arrivées aussi, en tout cas, à se dire, mais si déjà elle est albinos, aujourd'hui elle est épanouie, elle vit librement, donc je peux essayer. Lynn estime que son succès repose sur son acharnement. Mon secret, c'est le travail, c'est la détermination, c'est la rage de vaincre, c'est l'ego démesuré. Et aussi, c'est mon sourire, parce que j'ai toujours la banane et la pêche. Lynn rêve de créer une fondation pour les albinos, pour un jour les voir parmi les dirigeants de ce monde. Toute l'actualité de l'informatique et des technologies, il est l'heure de vous proposer notre rubrique Afrotech, comme chaque lundi, avec aux commandes Arzuma Compaoré. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. De même. Alors Arzuma, quel est le premier sujet que vous voulez développer ce soir? Alors nous commençons tout de suite avec la RDC qui a inauguré hier son tout nouveau centre de radiothérapie logé au sein du centre hospitalier Nganda à Kinshasa. Donc c'est un centre équipé des dernières technologies d'imagerie, en particulier d'un accélérateur linéaire de particules appelé Halcyon. Le système de traitement Halcyon, donc, produit par la firme américaine Varian, a été introduit en 2017 et est conçu pour révolutionner le flux de travail clinique et améliorer pratiquement tous les aspects du traitement du cancer. La capacité annoncée de prise en charge est de 80 à 120 malades par jour. Et maintenant, le focus de la semaine, Arzuma. Alors, la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée hier partout dans le monde. Et dans le domaine de la tech aussi, on a pris le temps de faire le point. Jeannette B. Fofang est doctorante en sciences et technologies de l'apprentissage à l'Université du Maryland. Pour elle, la femme africaine en général et dans la tech en particulier doit apprendre à se réinventer pour rester pertinente. Alors, suivez plutôt. Professeur de lycée pendant plus de 18 ans où j'enseignais l'électronique. Donc, les technologies ont toujours fait partie de ma vie quotidienne, mon travail. Et ceci dit, étant née au Cameroun, c'est vrai, c'est un peu un cursus qui est un peu spécial pour une femme. On parle toujours des femmes qui sont mal représentées. Aujourd'hui, on parle des algorithmes, on parle des Noirs qui sont mal représentés dans les algorithmes. On se dit que les algorithmes ont été formatés et entraînés à avoir une sorte de discrimination vers certaines populations. Si nous, on ne crée pas nos propres représentations, qui va créer à notre place?
moi, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui puisse me connaître plus que moi-même. Donc, il faut que je crée des choses qui me représentent d'abord et je mets dans le monde pour que le monde puisse me comprendre et m'intégrer dans ce qu'il a créé. On voit comment les algorithmes de Google et de YouTube, ils connaissent comment on existe, ils connaissent nos goûts, ils connaissent ce que nous faisons, pas forcément parce qu'on leur a dit, mais par nos habitudes en ligne. Donc, c'est à nous maintenant de commencer à donner notre propre représentation. Et selon ce que nous, on va donner, qui nous représente, on va utiliser pour former et créer des algorithmes qui peuvent mieux nous représenter parce qu'on a donné l'information. Pour commencer, je suis fière de moi-même, parce que j'ai mis le temps, l'effort de me réinventer. Je n'ai pas changé de monde, mais je sais au moins qu'il y a au moins 4, 5, 6, 10, 20, 100 personnes qui me suivent et qui voient en moi un modèle qu'il faut suivre. Parce que j'ai commencé par moi-même. J'ai refusé d'être dans le noir. J'ai refusé de ne pas être représenté. Tant qu'on vit, on doit continuer à être représenté. Voilà donc la nécessité de se représenter. Oui, et cela s'applique à tout le monde. Merci bien, Ozoma. On vous retrouve lundi prochain. Avec plaisir. À Sotarébus, une jeune femme attend le transport habituel pour le port de Vendo au sud de Libreville. Nathalie rejoint une navette composée de femmes qui suivent avec elle un programme dénommé Comme elle. Objectif, transformer ces passagères en futures conductrices d'engins de chantier et de camions poids lourds. À l'arrivée sur site, pas de temps à perdre car le superviseur de la formation attend déjà Nathalie et ses camarades pour les premiers exercices de conduite. Avant de prendre la machine le matin, il faut d'abord faire la visite de la machine puisque c'est l'autre qui a travaillé. On ne sait pas s'il a eu un bobo ou pas et puis on regarde aussi le niveau de l'huile au niveau de la machine. Détaille la jeune femme qui est devenue incollable sur la mécanique des poids lourds, elle qui a eu un diplôme de mécanicienne auto, une passion qu'elle peut exercer à bon escient ici. Conduire des engins lourds sur un site d'exploitation minière n'est pas sans contrainte. Chocs et vibrations des engins lourds rendent la tenue du volant périlleuse. Pourtant, depuis bientôt un an, Staël Kumba a su en faire son affaire au point de dispenser ses conseils aux nouvelles recrues. Il ne faudrait pas avoir peur du gabarit. C'est comme tout autre véhicule. Tout le monde, il faut le courage et la volonté. Dit-elle, bien décidée à ne plus laisser considérer ce métier comme une chasse gardée des hommes. Malgré son master en écotourisme, Cornelia veut tenter une reconversion dans le secteur des BTP. Je n'ai pas trouvé d'emploi, ayant postulé un peu partout. J'ai passé de stage en stage sans suite. Avec GZ, nous avons la garantie qu'après notre formation, il y aura une suivi. Ce qui est tout à fait possible, d'après Stéphanette Andon, qui supervise cette formation en gros porteur du projet Comme elle. Il s'agit d'apprendre aux femmes de façon théorique la structure de l'engin, les risques routiers et les différentes catégories d'engins qui existent. Raconte-t-elle, dans la salle où a lieu la formation théorique, l'ambition du gouvernement gabonais et de son partenaire G16 est bien d'ouvrir un pan du marché du bâtiment et des travaux publics à l'emploi féminin. D'autant plus que d'après les dernières données officielles, les femmes constituent plus de la moitié des demandeurs d'emploi recensés par les autorités et nombre d'entre elles n'apparaissent même pas dans les statistiques. Bonsoir à tous et bonsoir à vous. Jacques, journée de la femme oblige. Nous allons tout de suite partir en Californie, ici donc aux États-Unis, pour se souvenir d'une grande dame, Julie Moss, la triathlète américaine, arrivée deuxième au triathlon de 1982, est un portrait de la puissance de l'esprit humain et du vrai dévouement, même face à la douleur et à l'épuisement. Angelina Bagdasarian a rencontré la légende du championnat du monde d'Ironman. Je vous relate son histoire. Faire du jogging le long de la rive de l'océan est un rituel pour Julie Moss. Beaucoup la considèrent comme la triathlète la plus célèbre dans le monde, après qu'elle ait littéralement rampé jusqu'à la ligne d'arrivée dans le championnat du monde d'Ironman en 1982 à Hawaï. Moss a terminé deuxième dans cette course après avoir parcouru 3,8 km de nage, 180 km à vélo et 42 km de course. L'événement a été retransmis en direct à la télévision américaine.
Je l'ai regardé après à la télévision et j'ai été hypnotisée, n'ayant pas vraiment fait quoi que ce soit compétitivement, athlétiquement. J'étais une surfeuse californienne, j'étais étudiante et j'étudiais l'éducation physique et la kinésiologie. Et je pense que ce fut un grand projet. Sans formation spéciale, Moss s'est retrouvé de façon inattendue à la tête de la course, mais tout à coup, son corps a cédé. Dans les 16 derniers kilomètres du marathon, j'étais en difficulté. Mes calories ne semblaient pas me donner de l'énergie et j'étais tellement inexpérimentée par rapport à cette longue journée. Donc pour la dernière heure, j'ai eu l'impression que j'essayais juste de passer d'une station à l'autre pour obtenir un peu de nourriture. Puis, c'est au dernier kilomètre que mes jambes se sont effondrées. J'ai dû me battre pour ne pas abandonner et me recentrer sur ce que je pouvais faire, trouver un moyen de décoller. Et quand mes jambes ne faisaient plus attention aux signaux de mon esprit, j'ai compris que je pouvais utiliser mes bras. Moss avoue qu'elle avait un peu honte. Après tout, elle était regardée par des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. C'était difficile physiquement parce que mon corps s'écroulait. Je pense qu'au fur et à mesure que c'était dur physiquement, mon esprit devenait plus fort. Elle a continué à se battre jusqu'à la ligne d'arrivée sous le regard de milliers de personnes. Kathleen McCartney, qui avait initialement environ 20 minutes de retard, a devancé Moss à quelques pas de la ligne d'arrivée, mais le monde se souviendra toujours de Moss. Ironman a changé ma vie. Le changement s'est produit dans ce dernier kilomètre d'Ironman. Et j'ai appris que c'est quand vous êtes dans une situation extrême que vous découvrez de quoi vous êtes vraiment capable. Ce que l'Amérique a vu et ce que le monde a vu dans ma course à Ironman, c'est que nous avons tous une force en nous, de sorte que nous pouvons aller aussi loin que nous voulons. Aujourd'hui, pour des raisons de santé, Moss ne peut pas participer au marathon, mais à 61 ans, elle a encore un rêve. L'un de mes rêves, c'est peut-être d'être là sur la ligne de départ au 50e anniversaire d'Ironman. Certains pourraient dire que c'est fou, mais rien n'est impossible pour Moss. Elle a prouvé non seulement à des millions de personnes, mais aussi à elle-même. Voilà, Jacques, c'est tout pour les sports aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. En fait, on termine avec le piano immortel qui cherche un nouvel acquéreur en Israël. Nous y reviendrons certainement. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Mille merci de votre fidélité à VOA Afrique. Rendez-vous donc demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end. À demain. Merci.